Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des antithrombotiques pendant la grossesse. La grossesse est un facteur de risque bien connu de thrombose veineuse. Comme vous le voyez ici, le risque est environ multiplié par 10, mais il ne faut pas oublier les autres facteurs de risque de thrombose veineuse, et en particulier, comme vous le voyez ici, là ce sont des chiffres en général et non pas liés à la grossesse seulement. Les antécédents sont très importants à prendre en compte et les thrombophilies. Et donc il y a aussi d'autres facteurs de risque qui peuvent intervenir, que la femme soit enceinte ou pas. Donc si on regarde le risque lié à la grossesse, il ne faut pas oublier que l'embolie pulmonaire reste une cause importante. Dans certains pays, c'est la première cause de mortalité chez la femme enceinte. En France, c'est la deuxième cause de mortalité. L'incidence des thromboses liées à la grossesse est de l'ordre de 0,6 à 1 pour 1000 grossesses dans la population générale. Bien sûr, ça n'a pas l'air très important, mais c'est quand même un risque multiplié par au moins 6 par rapport à une femme qui n'est pas enceinte et qui n'a pas de contraception. Il a été montré que le risque augmente en particulier chez les femmes de plus de 35 ans, en cas de fécondation in vitro et après les césariennes en urgence. Les thromboses veineuses, comme vous le savez, sont particulières pendant la grossesse, en ce sens que très souvent, elles atteignent le membre inférieur gauche. Elles peuvent être isolées à la veine iliaque et quelquefois, ça pose des problèmes de diagnostic au début. Et les thromboses peuvent survenir après la sortie de l'hôpital dans environ 40% des cas. Pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de papiers qui ont dit que finalement, les thromboses survenaient aussi bien pendant le premier, le deuxième ou le troisième trimestre. En fait, on avait quand même des impressions cliniques que c'était plus fréquent au troisième trimestre. Et dans 2 études plus récentes, en particulier dans l'étude norvégienne de Jacobsen, il apparaît que le troisième trimestre, il y a plus de thromboses et que le risque est encore plus important dans le postpartum. En fait, les thromboses qui surviennent très vite sont probablement liées d'une part à la grossesse, mais peut-être aussi de façon très importante en fonction des antécédents de thrombose avant la grossesse et de certaines thrombophilies. Les thrombophilies, effectivement, augmentent le risque de thrombose pendant la grossesse. Je ne vous montrerai que cette diapo pour vous montrer qu'en fait, il ne faut pas du tout considérer de la même façon un déficit en antithrombine. Dans cette étude, il y avait une thrombose pour 3 grossesses quand il y avait un déficit en antithrombine, donc en l'absence de prévention, alors que le facteur 5 Leiden, qui est tellement fréquent, la thrombose était dans 1 cas pour 437 grossesses. Mais bien sûr, ces chiffres sont relativement grossiers et il faut tenir compte des antécédents personnels avant la grossesse et des anomalies qui peuvent être parfois simples ou combinés. Alors, les médicaments, je vais passer très vite, vous les connaissez, ceux qui sont classiquement utilisés. Les antivitamines K traversent la barrière placentaire. Il y a un risque d'embryopathie, en particulier entre la 6e et la 12e semaine. Et finalement, actuellement, on ne les utilise pratiquement plus pendant la grossesse, sauf dans les cas de prothèses mécaniques. L'héparine non fractionnée n'est pas idéale. Bien sûr, elle ne traverse pas la barrière placentaire, mais il y a un risque d'ostéoporose avec les doses élevées pendant des traitements longs, un risque de thrombopénie, et c'est moins pratique pour l'administration. Les HBPM sont donc actuellement les médicaments de choix pendant les grossesses. Comme vous le voyez, les plus utilisés ont été l'enoxaparine, daltéparine et un peu nadroparine, avec des nombres de patientes variables selon les études, mais enfin il y a 2 études, dont une étude française, donc avec l'enoxaparine importante. La tinzaparine a été moins utilisée
Florence Parent l'a utilisé dans le traitement de l'embolie pulmonaire et une publication est en cours et il vient d'y avoir une publication. Si on regarde les autres antithrombotiques, l'Orgaran n'est utilisé qu'en cas d'antécédent de thrombopénie induite par l'héparine. L'irudine traverse le placenta, donc il ne faut pas l'utiliser. La streptokinase, c'est des cas vraiment particuliers, comme le TPA, donc des cas où les traitements thrombolytiques peuvent être indiqués. Et l'Arixtra, le Fondaparinux, on n'a pratiquement pas d'informations chez les femmes enceintes, donc il ne vaut mieux pas l'utiliser. De quoi on dispose pour utiliser les antithrombotiques pendant la grossesse? Il y a eu des recommandations de l'ANAS, mais surtout chez 2008. Si on regarde pour le traitement des thromboses à la phase aiguë, finalement le traitement est peu différent du traitement classique. Dans les nouvelles recommandations de 2008, on remarque que le premier traitement, c'est HBPM par voie sous-cutanée, 2 injections par jour. Les médicaments qui sont proposés pour ce traitement, c'est enoxaparine, daltéparine et tinzaparine. Mais curieusement, la fraxiparine et fraxodie ont disparu des recommandations de 2008, donc elles ne figurent pas dans les traitements recommandés pour le traitement à la phase aiguë. On peut encore utiliser, bien sûr, l'héparine non fractionnée. Et dans les anciennes recommandations, on disait que peut-être c'était bien pendant les 5 premiers jours de faire de l'héparine non fractionnée puis HBPM. Maintenant, c'est plutôt HBPM dès le début. Le contrôle des plaquettes, c'est quelque chose de très français, je dirais. Donc, il est recommandé de faire les 3 ou 4 premières semaines, puis 1 fois par mois. Et j'insiste sur le 1 fois par mois, car dans le Vidal, il est noté pour les traitements prolongés 1 fois par semaine, mais ce n'est pas le cas particulier de la grossesse. Donc, 1 fois par mois, c'est sans doute le maximum, car des pays comme les États-Unis ou les pays scandinaves ne font d'ailleurs pas du tout de surveillance des plaquettes pendant la grossesse. Le contrôle de l'anti-DISA non plus n'est pas en principe prévu, mais peut-être 1 fois par mois peut être utile. La compression élastique, et s'il y a un déficit en antithrombine, il n'y a pas de recommandation, mais des concentrés d'antithrombine purifiés peuvent être à discuter à la phase aiguë. Maintenant, il y a des questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va laisser les patientes avec la même dose d'anticoagulant pendant toute la grossesse si la thrombose est survenue le 2e mois? Eh bien, il n'y a pas de réponse vraiment nette. Ça dépend probablement aussi du type de thrombose. Si c'est une embolie pulmonaire, la patiente aura une dose thérapeutique toute la grossesse. Si c'est une thrombose surale très limitée, peut-être on peut changer un peu la dose, diminuer l'intensité du traitement, mais il n'est pas recommandé d'arrêter complètement pendant la grossesse. D'autre part, je vous rappelle que dans les recommandations de 2008, il est noté qu'il faut que les patientes aient au moins 6 mois de traitement anticoagulant, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement, en comptant les deux. Alors, quelle est l'attitude pour la prévention? Si on regarde les posologies de la CCP 2008, on voit qu'il y a la dose prophylactique, c'est 40 mg ou 5000 unités 1 fois par jour, ou si c'est de la calciparine, 5000 unités 2 fois par jour. Les doses intermédiaires, c'est la même dose d'HBPM, mais 2 fois par jour, ou une dose ajustée. Je dois dire que cette attitude n'est pratiquement pas utilisée, mais j'en parle car quand on fait des exposés dans certains pays, il n'y a pas d'héparine de bas poids moléculaire, par exemple en Russie ou dans d'autres pays, et donc on utilise encore la Chenef. Et les doses thérapeutiques, donc ça peut être daltéparine ou tinzaparine 1 fois, ou daltéparine et enoxaparine 2 fois. Donc, quelles sont les recommandations de la CCP 2008? Quand il y a un seul antécédent de thrombose veineuse et pas de thrombophilie,
les recommandations, c'est si l'antécédent, il y avait un facteur de risque transitoire qui a disparu, par exemple une intervention chirurgicale ou un plâtre, eh bien c'est seulement surveillance clinique. Cette recommandation, qui est de relativement haut niveau, 1C, repose sur une seule étude, qui est une étude qui comprenait finalement pas tellement de patients. Et s'il s'agit d'un antécédent idiopathique, donc sans cause retrouvée, la recommandation est 1C, mais ils ajoutent que si le facteur de risque était transitoire, mais lié à la grossesse ou à un estrogène, vous voyez que c'est une recommandation de faible niveau d'évidence, eh bien, c'est soit la surveillance clinique seulement pendant la grossesse, soit une dose prophylactique, donc 1 fois par jour, ou 2 fois par jour. Finalement, ça n'avance pas tellement quand on a le choix, ces 3 choix-là. Mais dans les recommandations de 2008, ce qui est très important, c'est ce qu'ils appellent le Risk Assessment et Woman's Preference. Donc, selon les facteurs de risque et les préférences de la patiente. Effectivement, si c'était là encore une embolie pulmonaire, on aura tendance à taper plus fort que si c'était une simple thrombose du mollet. Si la patiente est déjà sous traitement anticoagulant au long cours quand elle devient enceinte, la recommandation est 1C. Et là, il y a du nouveau. Parce que jusqu'à maintenant, les gens avaient tendance à faire obligatoirement une dose ajustée, donc une dose thérapeutique d'HBPM ou d'HNF quand la grossesse démarrait sous AVK. En fait, maintenant, il est noté que ça peut être aussi 75% de la dose d'HBPM, de la dose thérapeutique, donc, ou même une dose intermédiaire, c'est-à-dire 2 fois par jour. Donc, effectivement, là encore, si le traitement au long cours était pour une embolie pulmonaire qui est relativement récente, etc., bilatérale, on aura envie peut-être de faire une dose thérapeutique, mais si c'est une thrombose plus limitée, on fera un traitement moins fort. Quid des thrombophilies? Alors là, les recommandations sont toutes de niveau d'évidence très faible, toutes 2C, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. Si on regarde d'abord après l'accouchement, on voit que néanmoins, un traitement prophylactique est proposé dans tous les cas lorsqu'il y a une thrombophilie biologique. Pendant la grossesse, vous voyez qu'on fait la distinction, est-ce qu'il y a un antécédent avant la grossesse ou pas? Et la seule chose qu'on peut remarquer, c'est que l'antithrombine est séparée des autres thrombophilies quand il n'y a pas d'histoire familiale, et quand il y a des thromboses avant la grossesse, antithrombine, syndrome des antiphospholipides, ou les mutations facteur 5 ou facteur 2 homozygotes ou combinées. Mais là, vous voyez que néanmoins, on a le choix. Donc, ce n'est pas encore très précis, et donc, ce sont souvent des accords professionnels. Pour vous donner simplement un exemple, à l'Hôtel-Dieu, donc, on tient compte, est-ce qu'il y a des antécédents, oui, non. Et quelle est la nature de la thrombophilie? Et je n'insisterai que sur celle qui est la plus fréquente, c'est-à-dire facteur 5 Leiden ou facteur 2, hétérozygote. Vous voyez que dans notre centre, à l'Hôtel-Dieu, quand il n'y a pas d'antécédent personnel, on fait simplement une surveillance clinique et ça recoute bien les recommandations internationales. S'il y a des antécédents, on fait un traitement 1 fois par jour, une dose préventive, toute la grossesse ou une partie de la grossesse. En effet, dans les recommandations américaines, on ne parle pas des 3e trimestres ou une partie de la grossesse. C'est tout ou rien. Mais en fait, les patientes, quelquefois, on les voit pour la première fois au 2e trimestre. Donc, ce n'est pas très précis. Mais dans ces cas-là, on note que si un facteur de risque supplémentaire survient pendant la grossesse, par exemple un alitement,
eh bien, on commence un peu plus tôt. Donc, en pratique, pendant la grossesse, il n'y a pas de consensus. La surveillance clinique, bien sûr. La compression élastique, vous connaissez ça mieux que nous. Le dosage des dimères répétés, ce n'est pas validé. Donc, on peut le faire dans le cadre d'une étude. On ne peut pas le faire pour déterminer le début de la prévention. Et il faut tenir compte des antécédents ou non de la thrombophilie, du type de thrombophilie. Par contre, dans le postpartum, il y a un consensus. C'est un traitement préventif pendant 4 à 6 semaines. Et il ne faut pas oublier que l'allaitement est possible avec les HBPM et avec la warfarine. En revanche, on n'a pas d'informations pour le Préviscan. Donc, en conclusion, on peut dire que véritablement, il y a un risque associé à la grossesse, que ce risque augmente surtout après 35 ans, en cas de césarienne, surtout en urgence, chez les femmes qui ont des antécédents ou une thrombophilie, et quelque chose qu'on ne connaît pas encore très bien, et il n'y a aucune recommandation dans la CCP 2008, c'est en cas de procréation médicale assistée, les fécondations in vitro, les dons d'ovocytes qui sont de plus en plus faits avec des dosages, avec des traitements par estrogène en cours. Et enfin, donc, les héparines de bas poids moléculaire, c'est l'anticoagulant de choix. Et les nouveaux anticoagulants, Arixtra et sur les encore plus nouveaux comme dabigatran, le Pradaxa, ne doivent pas être utilisés tant qu'on n'a pas plus d'informations. Je vous remercie.